Grasse. Et André Berkoff reçoit Patrice Franceschi, journaliste et reporter international, et où j'ai fait l'accent, auteur de S'il n'en reste qu'une, publié chez Grasset, et qui parle sans détour de l'enfer vécu par les femmes kurdes face à Daesh. Bonjour. Un très beau roman de Patrice Franceschi pour la rentrée. S'il n'en reste qu'une, évidemment, allusion, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Mais là, c'est pas Cyrano. Mais c'est un roman, en fait, c'est un roman vrai, c'est un roman évidemment basé, et on va en parler avec l'auteur, mais c'est une histoire qui intéresse, je crois, tout le monde et qui vous intéressera, auditeurs de Sud Radio, pour une raison très simple. C'est tout ce qui s'est passé avec Daesh en Irak, en Syrie, et puis surtout sur le sort des Kurdes et des Yazidis. On en a beaucoup entendu parler. Et Patrice Franceschi, lui, il est allé plusieurs fois sur le terrain, et longtemps. Et puis, il en a fait un roman. Mais c'est un roman, quand je dis que c'est un roman vrai, c'est-à-dire que quand on le lit, on voit ce qui s'est vraiment passé, on l'entend, on lit ce qui s'est vraiment passé, avec ces deux extraordinaires femmes, vraiment les héroïnes, les Tekashin et Gulistan, c'est ça? Tekashin et Gulistan. Tekashin et Gulistan. On va en parler, c'est Yapaja, c'est Quadro. Et ça se passe effectivement dans le Rojava, qui est l'État kurde de Syrie, en Kobané, à Erbil, à Raqqa, à Mossoul, etc. Et c'est une quête d'une journaliste. Alors là, c'est pas Patrice Franceschi, c'est Rachel Casanova. C'est l'héroïne de son roman qui va justement, sur recommandation d'un directeur de journal, Sydney Times, un journal australien, qui va à la recherche de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai, cet enfer. Et malheureusement, on se demande aujourd'hui, avec ce qui se passe en Afghanistan, on en parlera, avec le départ des Américains et la prise de pouvoir des talibans, si ailleurs ça ne va pas se reproduire. Alors d'abord, Patrice Franceschi, la question, pourquoi un roman? Pourquoi vous n'avez pas voulu faire presque un récit? Je ne dis pas à la première personne, en évoquant, qu'est-ce qui vous a fait choisir le roman? Vous avez parlé de roman vrai. Alors, je rappelle simplement que moi, je me suis engagé auprès des Kurdes de Syrie au tout début de la guerre, il y a déjà 8 ans. En 2014, non, 2012, oui, c'est ça. Ça, c'est déjà le vécu personnel. Ouais. Et engagé activement, et pendant toutes ces années. Donc ces gens-là, je pense les connaître à peu près, surtout les femmes combattantes. J'ai écrit pendant cette période un récit qui s'appelait Mourir pour Kobané, et un essai qui s'appelait Avec les Kurdes chez Gallimard. Mmh. Mais pendant toute cette période, quand vous êtes engagé profondément, non pas comme témoin, mais comme acteur, et que vous voyez la réalité de ce qui se passe, peu à peu, au-delà du récit, de l'essai, ça a été une nécessité impérieuse pour moi de transformer cette expérience en conscience, comme dit et de Malraux. faire de cette conscience de la littérature. Je suis d'abord et avant tout écrivain, donc c'est le but au final. Ouais. Et à ce moment-là, quand ça s'est passé, il y a plus d'1 an et demi que j'ai commencé à écrire ce livre, d'un seul coup, si vous voulez, ça sort de vous. Tout ce qu'il y avait de poignant, de pathétique dans ces histoires-là sont là, et on crée des personnages, et on rentre dans la fiction à partir d'un réel. Mais on rentre dans la fiction. Il y a un mystère qui entoure tout de suite le livre, dès le départ, dont on ne découvrira les choses qu'à la fin. Donc je voulais aussi le construire comme un thriller, parce que pour le reste, c'est quand même une épopée épique qui tente, pour moi, d'atteindre aux frontières ultimes de ce qu'est de l'absolu, pour tenter de découvrir ce qu'il peut y avoir derrière d'incandescent dans la condition humaine. Pour moi, la littérature, c'est toujours dévoiler un pan de la condition humaine. C'est pas parler de soi. Et à partir de là, puisque c'est un thème important, grave, dans un roman en faire aussi du suspense d'un bout à l'autre, c'était important. Et Rachel Casanova, alors, la journaliste, oui. Et quelque chose s'est imposé à moi dès le départ, c'est que c'était pas moi qui devais raconter cette histoire. Évidemment, j'ai écrit le livre de la première à la dernière ligne, mais à travers un personnage féminin, en me mettant dans la peau d'une femme pour raconter d'autres femmes, ces femmes combattantes kurdes. Et Rachel Casanova, cette journaliste australienne, en fait, c'est le roman dans le roman. Oui, mais Patrice Voilà. Franceschi, c'est intéressant. Vous auriez pu pendre un journaliste homme. Non, mais pourquoi vous avez... Parce que vous parlez très bien du combat des femmes, et on va en parler de ces deux combattantes et de ces combattantes. C'est tout à fait extraordinaire. Mais qu'est-ce qui vous a... Pourquoi pas un homme qui n'est pas Patrice Franceschi, mais qui s'appelle... Vous savez,
j'aime parler de ce que je fais, j'aime pas parler de mon moi personnel. Ouais. Et j'aime me mettre dans... Ce qui m'intéresse, ce sont les autres. En l'occurrence, les combattantes kurdes, mais il y en a eu d'autres. L'Afghanistan, quand j'avais écrit ce roman, Un capitaine sans importance, où je m'étais mis dans la peau d'un officier soviétique, et non pas dans la mienne. L'autre regard. Comment ça se passe dans la tête de l'autre? Et là, j'ai eu envie de faire une autre tentative, j'espère qu'elle est réussie, de me mettre dans la peau d'une femme qui raconte d'autres femmes. Que ce soit un roman féministe, au bon sens du terme. Et Rachel Casanova, c'est le roman dans le roman. C'est-à-dire qu'au début, c'est une journaliste, avec son objectivité, elle ne connaît pas le terrain, elle ne connaît pas ses femmes, mais peu à peu, son enquête de personnage en personnage, parce que c'est dans un futur lointain, cette affaire en réalité, peu à peu, elle va connaître une sorte de remontée aux sources conradiennes en elle-même, au fur et à mesure de ses découvertes, jusqu'à, c'est là, à la fin du livre, et s'il n'en reste qu'une, on ne sait pas, c'est la dernière cartouche des combattantes, où elle, et elle bascule de l'autre côté dernièrement, parce que finalement, en rencontrant ces femmes, peu à peu, elle, qui pensait avoir tout vécu, elle a une 50aine d'années à peu près, grand reporter, elle découvre finalement que ces filles combattantes qu'elle rencontre ont toujours refusé de vivre au rabais. Qu'elle ne place rien au-dessus de la liberté, parce qu'elle considère que c'est la valeur suprême qui irrigue toutes les autres pour leur donner sens, et que pour cela, elles savent pourquoi elles vivent, pourquoi elles se battent, pourquoi elles souffrent et pourquoi elles meurent. Et pour elles, c'est une grande découverte. En plus, elles risquent leur vie. En permanence. Et pour elles, c'est une découverte, et soudain, elle se rend compte petit à petit qu'en fait, elle est chez elle là-bas, intellectuellement, qu'elle respire le même air, je dirais spirituel, que ces femmes, et cette découverte éblouissante que nous aussi, quand on est avec ces gens-là, on découvre, et bien finalement, l'a fait découvrir un pan de liberté, et surtout, qu'il peut y avoir de la grandeur dans l'échec, et que c'est parfois en mourant que l'on se sauve. Donc le livre, c'est aussi finalement une leçon de vie, parce que nous étions comme ça autrefois. Et nous ne le sommes plus devenus. Oui, c'est ça. Et Rachel découvre ce qu'elle aimerait être. Oui, j'allais dire que ce qui est tout à fait intéressant dans ce roman, mais on va continuer d'en parler après les informations, c'est que c'est aussi un miroir qui nous réfléchit à nous occidentaux, à nous français, et sur effectivement ce que nous sommes prêts à livrer, qu'est-ce que nous sommes prêts à quelle valeur nous sommes prêts à nous sacrifier, ou à être prêts en tout cas à jouer notre peau ou à jouer notre vie. Et c'est vraiment très intéressant. On en parle tout de suite après les informations. Vous l'avez entendu, hein, vous l'avez dit, André, c'est un sujet qui peut paraître loin, mais dont on doit partager certaines valeurs. Alors vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, et puis on poursuivra cet entretien après les informations. À tout de suite. Et là, ce sont les combattantes kurdes qui parlent aux Français, aux lecteurs français, aux auditeurs de Sud Radio, par le truchement de Patrice Franceschi, qui vient d'écrire un roman très, vraiment très qui est bouleversant, parce que évidemment c'est un roman, mais justement c'est un roman vrai. Et quand je dis roman vrai, ça veut dire quoi? C'est un écrivain, mais en même temps, comme d'autres, il ne parle pas de son nombril, il fait pas de l'autofiction, il ne parle pas des petites histoires pseudo-sentimentales d'un milieu soit germano-pratin, soit autre, soit rural. Non, c'est le Kurdistan, c'est Daesh, c'est la Syrie, c'est l'Irak, c'est Raqqa, c'est Erbil. Tout ça, c'est du sang, de la sueur et des larmes, comme disait Winston. Blood, sweat and tears. Alors justement, moi je voudrais qu'on parle de ces héroïnes qui sont les deux combattantes, qui, avec la journaliste Rachel Casanova bien sûr, mais qui sont le fil rouge quand même avec tous les autres de votre roman, Patrice Franceschi. Au fond, qu'est-ce qui caractérise ce combat des Kurdes et des Yézidis? C'est que vous dites, dans ce Moyen-Orient, quand même, les femmes sont l'égale des hommes, et même peut-être plus dans le côté combattant, dans le côté audacieux, dans le côté vraiment risquant tout, au bon sens du terme, parce qu'elles mettent le collectif au-dessus de leur vie individuelle. Alors, Tekoshin et Golistan, les héroïnes de ce roman, sont inventées, mais elles sont en fait la matière incarnée de ces 8 années pendant lesquelles j'étais engagé avec elles et eux, il ne faut pas oublier les hommes bien entendu, mais qui encore une fois ne placent rien au-dessus de la liberté, qui incarnent toutes les autres valeurs, et que l'égalité homme-femme au Rojava, au Kurdistan syrien, est une réalité qu'ils ont établie, et qui leur donne aussi des devoirs, donc aussi de se battre. On est très très loin des femmes afghanes, etc., qui subissent. Elles,
elles ont décidé de goûter à quelque chose qu'elles ne connaissaient pas auparavant, depuis des siècles, c'est la liberté. Avec tout ce qui va derrière, l'égalité homme-femme, la laïcité, etc. C'est en ça qu'elles sont fascinantes. Parce qu'elles l'ont fait les armes à la main. Et elles le vivent, quoi. Et elles le vivent, les armes à la main. Je rappelle quand même que dans cette guerre, 36 000 tués et blessés, dont quelques milliers de femmes là-dedans. Et le cimetière militaire de Kobané, où commence le mystère de cette tombe double, où sont enterrés Tekoshin et Golistan, les mystères qu'on ne connaîtra qu'à la fin, il est empli de tombes à l'infini, de garçons et de filles, tués au combat, pour nous défendre aussi contre Daesh et toute la valeur que ça porte. Donc, elles sont fascinantes, évidemment, parce que on n'a jamais vu ça dans l'histoire, parce qu'elles se battent en bataillons constitués, etc., commandés par des femmes, aux côtés des hommes. Et je ne suis pas certain qu'on reverra ça un jour. Vous dites, attendez, juste pour... C'est des bataillons uniquement féminins? Alors, il y a des bataillons hommes, bataillons femmes et des bataillons mixtes. On appelle ça des tabours. C'est pas aussi gros qu'un bataillon français, etc. On ne va pas rentrer dans l'aspect tactique des choses. La géopolitique de tout ça, c'est un décor. Ce n'est rien d'autre. Le reste, ce que j'ai vraiment voulu, c'est extirper des conditions extrêmes dans lesquelles certains hommes et femmes peuvent vivre, et ça nous a concernés, ça nous concernera peut-être demain, extirper vraiment ce qu'il peut y avoir d'incandescent dans la condition humaine. Quand vraiment on vit avec, on met ses idées, sa peau au bout de ses idées, quand vraiment on jette tout dans la balance sans esprit de recul, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Et c'est ce que la journaliste que je mets en scène, qui n'existe pas non plus, va découvrir petit à petit dans cette remontée aux sources conradiennes et qui va faire qu'elle va basculer. Oui, mais alors justement, non mais parlons de détails. Il y a une scène formidable que je voudrais que vous nous racontiez, c'est cette scène avec un journaliste australien, je ne sais pas, qui vient, et il y a l'une des héroïnes, là, je ne sais pas si c'est Golistan. C'est Tekoshin qui est en train de fumer et raconter cette histoire qui est tellement caractéristique effectivement de deux mondes qui se font face à face mais qui n'ont rien à voir. Alors, dans cette histoire, parce que l'enquête de Rachel Casanova, elle rencontre plein de gens et elle découvre tout ça. Oui, la moitié de ce livre. Des événements du livre sont des choses que j'ai vécues, l'autre moitié, ce que mes camarades m'ont raconté quand j'étais pas là, etc. Et celle-ci, elle est vécue, c'était un certain moment, et il y avait un journaliste nordique, je ne sais plus si c'était suédois, norvégien, qui voulait interviewer une grande commandante. Là, je mets Tekoshin dans le côté roman. Et là-bas, tout le monde fume. Moi, le premier, parce que le stress est très important, et c'est comme ça que ça fume sans arrêt. Les cigarettes sont gratuites pour les combattants et les combattantes. Et dans la petite casemate où il y avait ce journaliste, au bout d'un moment, il n'en pouvait plus, lui, il ne fumait pas. Il leur dit à la commandante, mais arrêtez de fumer, c'est impossible, vous allez mourir d'un cancer, etc. Et elle lui répond. Elle le regarde, elle lui répond « Mais, monsieur le journaliste, est-ce que vous savez l'espérance de vie que nous, on se donne entre nous ? 3, 4 ans. Alors, le cancer, ça ne nous concerne pas. » Et l'autre, il ne comprend pas du tout. Il continue, et après, il ne comprend pas. En fait, il ne sait pas où il est. Et la journaliste que j'ai inventée, Rachel Casanova, australienne, elle va... Au début, elle ne comprend pas, et petit à petit, justement, elle va se dire que spirituellement, elle respire le même air. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, que ces femmes. Et c'est ça qui est intéressant, se mettre à la place des autres, même pas se mettre à la place des autres, dans la peau des autres. Mais en creux dans le roman, quand même. Parlons de ça, Patrice Franceschi, puisque c'est un univers que vous connaissez, et encore une fois, vous l'avez pas vécu de l'extérieur, simplement. En creux, c'est quand même un sacré portrait de l'Occident, quoi. Parce que elles attendent autrement, je parlais, puis... Vous avez écrit d'autres livres là-dessus, mais elles attendent quand même. Est-ce qu'elles attendent, ces héroïnes, l'aide de l'Occident, ou elles n'y croient pas vraiment? Elles l'ont eu à un moment donné, dans cette épopée militaire qui a libéré le nord de la Syrie de Daesh, et puis après on les a trahis, abandonnés, en octobre 2019. Et à chaque fois, finalement, elles ont une telle puissance de vie à l'intérieur, et c'est ça la leçon pour nous, qu'il n'y a jamais de... Il y a une déception, mais il n'y a pas de revendication ou de détestation qui va derrière. C'est... Tant pis. Il y a de l'amertume ou non, même pas, c'est comme ça. Vous avez commis une faute, politique et morale, vous devrez la payer, mais c'est pas grave. Mais si vous revenez, ce sera bien. D'où leur vient, alors vous avez parlé de la liberté, mais d'où leur vient, vous en parlez, mais cette force de vie, cette espèce d'extraordinaire, ce dur désir de vie et de courage. Je parle parce de courage, ce sont des femmes qui aiment vivre profondément. Elles ont une alliance, aiment la vie, qui aiment la vie comme vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est parce qu'elles aiment la vie qu'elles sont prêtes à tout donner pour que cette vie vaille la peine d'être vécue. Comme elles disent, et on l'a dit autrefois, la mort n'est pas à craindre. Craindre la mort, c'est le début de l'esclavage. Et ce qui est à craindre, c'est de mal vivre avant. Et d'avoir une cause qu'on défend, savoir pourquoi on combat, pourquoi on meurt,
c'est le principal pour vivre pleinement chaque seconde. Et donc il y a dans la tragédie personnelle que chacune vit au sein de la tragédie collective de leur peuple, en fait, un rayon de lumière incroyable. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, vous avez dit à un moment donné, l'horreur que connaissent les femmes kurdes. D'une certaine manière, pas du tout. D'une certaine manière, oui. Ah oui, quand même. D'une autre manière, il y a une part d'espérance extraordinaire dans les tragédies qu'elles vivent. Et c'est pour ça qu'on peut dire, d'une certaine manière là aussi, que chaque jour qui passe, elles ont une forme de bonheur en elles, malgré les extrêmes choses qu'elles vivent au quotidien. Vous voulez dire que chaque heure qui est gagnée est une vie, oui, une vie gagnée. Vous savez, c'est quelque chose aussi quand on est là-bas, pendant la bataille de Raqqa ou des choses comme ça, que n'importe quel occidental, j'imagine, en tout cas moi, ressent, évidemment. Parce que la tragédie est toujours potentiellement au-dessus de votre tête. Et c'est ça qui donne parfois de la force à la vie. Et toutes ces scènes d'atrocité, d'horreur, et je sais que vous auriez pu en citer des pires, sont authentiques. Enfin, ces scènes de décapitation, de récits, etc., terrifiants, les Yazidis prises comme esclaves et sexuelles, etc., etc. Enfin, on le sait, mais... En fait, c'est un roman, mais comme vous avez dit au départ, un roman vrai. C'est-à-dire que tout est romancé, mais tout part d'une réalité, d'une vérité vécue, transformée en littérature. Alors, les horreurs, en fait, sont souvent mises comme fond tragique des choses. À peu près la moitié, je les ai vécues personnellement, l'autre moitié, c'est les camarades qui me l'ont raconté, etc. Ouais. Mais ce qui importe plus que ça donne le ton pour bien montrer que ce qui est vécu là-bas, c'est poignant, c'est pathétique, c'est bouleversant. Et tout le travail de l'écrivain, quand il romance les choses, c'est d'essayer de transmettre ce pathétique, ces choses-là. Bien sûr. Et surtout parce que derrière, il y a, comment dirais-je, un fond d'espérance totale. En fait, c'est un livre heureux, qui se termine de manière heureuse, malgré la tragédie. Et nous, on ne sait plus, parce qu'on a perdu le sens du tragique, on ne sait plus être heureux dans le tragique, alors qu'on peut l'être quand il y a une certaine lumière par rapport à ce qu'on vit. Et c'est ça aussi la grande leçon de vie que nous donnent ces combattants de Kurdes tous les jours. Même dans la situation où elles sont aujourd'hui. C'est très important de comprendre cela, et c'est aussi tout l'objet du livre, en même temps qu'un hommage à elles. Et honnêtement, je ne suis pas le premier écrivain à faire ça, loin de là. Mais vous savez, il fut un temps où la littérature, et je me place plutôt dans l'admiration de ces gens-là, on n'en fera jamais aussi bien, mais vous savez, prenons le cas de la guerre d'Espagne, parce que la guerre au Rojava ressemble à la guerre d'Espagne. Plein de raisons. Et les combattants français qui sont partis là-bas, et les brigades internationales, voilà, ils vivaient ça, les bataillons internationaux, ils vivaient ça au Rojava de la même manière. Il faut leur rendre hommage, parce qu'ils ont fait beaucoup de travail, ces combattants étrangers, notamment français. Et quand de grands écrivains, dont on n'atteindra jamais la cheville, je pense, pendant la guerre d'Espagne, vivaient les choses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont transformé en roman. Orwell, hommage à la Catalogne. Hemingway, Pour qui sonne le glas, Malraux, L'Espoir, et tous. Malraux. Et finalement, je pense que moi, quand j'étais un jeune écrivain à 20 ans, il fallait bien que j'avais des modèles auxquels je voulais me conformer, et qu'après, il faut tenter de s'écarter pour faire sa propre route. Bon, donc j'ai toujours admiré ce qu'il faisait. Je pense que la littérature, c'est ça, sortir surtout de la tragédie humaine vécue quand on se met dans la peau des autres et qu'on veut les comprendre, d'en traduire par le roman quelque chose. Et la littérature, je rappellerai à certains écrivains que je ne nommerai pas ici, ce n'est pas seulement littérature. On se retrouve tout de suite après. Et vous l'aurez pas tenu, est-ce que les carottes sont cuites pour les femmes kurdes? C'est une grande question que vous pouvez poser à Patrice Franceschi. Et nous avons des auditeurs au 0826 300 300 et nous commençons avec Alain qui nous appelle de La Rochelle. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, et merci d'être de retour. Bonjour à votre invité également. Bonjour. Alors je vais faire en fait trois toutes petites parenthèses. Je vais essayer d'aller assez vite. La première, elle me vient juste à l'idée, Monsieur Berkoff. Je reconnais plus trop mon pays parce que je comprends pas comment il se fait qu'en fait, quand vous êtes en vacances, on vous attend avec impatience. Mais ça, c'est normal. Je pense que tout le monde est d'accord. Mais le problème, c'est que si d'aventure, pour X raisons, vous ne reveniez pas, je comprends pas dans un pays comme la France que vous soyez un des seuls à organiser, à pouvoir faire une telle émission. Normalement, vous devriez être des dizaines, mais voilà. Donc ça, c'est des choses qui m'échappent.
Vous savez, juste une chose là-dessus, je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas parler pour les autres. Oui. Je crois d'abord que je suis loin d'être le seul. Il y a quand même beaucoup de gens qui font leur métier, en tout cas un certain nombre que je connais ou que je ne connais pas d'ailleurs, qui font leur métier, qui essaient de faire le métier et surtout d'avoir du bon sens et de la lucidité et de ne pas suivre le troupeau. En tout cas, les moutons de Panurge. Mais à part ça, vous savez, il y a des périodes dans la vie, des périodes dans l'histoire où il y a une espèce de, comment vous dire, de relâchement ou une espèce de mollesse ou une espèce de passivité. Mais je crois, alors peut-être c'est mon tempérament un petit, qu'elle ne dure jamais très longtemps. À un moment donné, que ce soit partout, hein, dans les médias, dans l'écriture ou ailleurs, ou dans le peuple et partout, dans tous les métiers ou occupations, à un moment donné, on se réveille. Alors, ce réveil peut être pour le meilleur ou pour le pire, mais je préfère les réveils, effectivement, au sommeil. Ouais, seconde parenthèse. Seconde parenthèse, ça c'est pour votre invité. Alors effectivement, moi j'ai un petit peu honte de cette Europe qu'on nous a vendue comme le berceau de l'humanisme et le défenseur des droits des gens opprimés, etc. Et en fait, je m'aperçois que quand il a fallu se servir des Kurdes pour lutter contre Daesh, effectivement, ils étaient les bienvenus. C'était formidable. On glorifiait les femmes qui effectivement étaient sur les barricades. Et qui sont mortes d'ailleurs, hein, en plus des véritables héroïnes, détestées d'ailleurs par les djihadistes, parce qu'effectivement il ne faut pas qu'ils meurent par la balle d'une femme, parce que sinon dans leur folklore ils vont pas au paradis. Donc effectivement ça on a tous vibré pour elles. Et puis alors après, quand les Turcs ont envahi les régions kurdes, il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, pour massacrer un petit peu tout le monde dans les villages, là l'Europe c'est silence total, et je comprends même pas que il n'y ait pas on ne soit pas organisé pour envoyer des soldats européens sur place, au moins pour faire barrage comme on faisait jadis avec les casques bleus. Donc ça c'est pas fait. Donc l'Europe qu'on nous a vendue, c'est juste des lâches, uniquement des lâches par rapport à ça. Et moi je voudrais exhumer un événement, parce qu'en fait on s'est toujours comporté de cette façon-là bien avant. Je rappelle que, et votre invité pourra nous dire un mot là-dessus, je rappelle qu'au début du mandat de François Hollande, le célèbre mandat de François Hollande, dans les premiers mois, il y a 3 femmes kurdes, 3 militantes kurdes qui habitaient en France, qui militaient en France, mais pacifiquement, qui ont été assassinées par un jeune Turc qui avait pénétré leur mouvement, dont on n'a jamais su vraiment pourquoi il avait pas. On le surveillait, mais on n'a jamais vraiment. On connaît pas le mot de la fin en fait dans cette histoire. Il a été arrêté, est-ce qu'il a été transféré en Turquie? Mais je me souviens que on n'a pas vu une seule personne de gauche à l'époque s'émouvoir, ni venir devant l'ambassade de Turquie manifester, etc. La gauche de ce registre-là, elle est morte, mais vraiment morte. Les militants de gauche, les résistants, tous les pacifistes et tout ça, il y avait que dalle ce jour-là, je me souviens bien. Et ces 3 femmes-là sont mortes. Donc votre invité peut-être pourra nous en dire un mot. Je termine ma 3e parenthèse. Oui. Allez-y vite. Ouais, très rapidement. Ouais. En ce qui concerne le Covid, mais on pourrait en débattre bien plus longtemps. Alors, on va en débattre plus tard. Patrice Franceschi sur justement l'Europe absente, l'Europe buissonnière. Pour essayer de ne pas trop mélanger. En ce qui concerne, vous dites la gauche n'a rien fait pour les 3 combattantes kurdes qui avaient été assassinées, la droite non plus. En fait, personne n'a rien fait. Ça, c'était le travail des services secrets turcs, le MIT, en France, qui sont très actifs et contre lesquels on fait peut-être pas assez. Mais ça va peut-être changer compte tenu du comportement d'Erdogan. Nous verrons. Le pire n'est pas certain. Je pense, comme Monsieur André Berkov, qu'il y a toujours un sursaut. Vous savez, comme disent les Kurdes, les combattantes notamment, on a perdu quand on a commencé à décider dans notre tête qu'on a perdu. Tant qu'on a décidé qu'on n'a pas perdu, l'espoir est là. C'est pour ça que ce sont aussi les femmes qui ont cette part de bonheur en elles. Pour l'Europe. Oui. Il y aurait c'est compliqué la politique et encore plus la diplomatie. Il y aurait un débat énorme à faire. Évidemment que l'Europe n'a pas fait son travail, qu'elle est incapable de le faire tel quel, qu'il faudrait la changer. Vaste débat. Pour l'heure, ce qui serait bien, et le président Macron l'a quand même dit à Bagdad et à Erbil surtout il y a quelques jours par rapport aux Kurdes, c'est que, en tout cas pour l'instant on verra les actes derrière la parole, mais que pour l'instant, là-bas, contrairement au passé, notamment au Kurdistan syrien en octobre 2019, la France, a-t-il dit, je le rappelle, maintiendra son dispositif militaire pour protéger cette zone qui nous protège. C'est l'Irak, hein, je rappelle, oui. Voilà, pour protéger cette région qui nous protège, parce que tout ça, c'est pas une guerre lointaine et exotique qui ne nous concerne pas, où les malheurs des autres ne seraient pas les nôtres. Que désormais,
il maintiendrait son dispositif, quelle que soit la décision ultérieure des Américains. On n'a jamais entendu ça. Donc c'est un petit sursaut. Oui, il faudra voir si les actes, faudra voir si les actes suivent les discours. Mais pour l'instant, c'est positif parce qu'avant il n'y avait pas. Ne serait-ce que ce discours. Oui, mais Patrice Franceschi, moi, je voudrais poser la question d'ailleurs aux auditeurs. Il y a quand même quelque chose. Pourquoi on le sait, mais pourquoi? C'est quand même intéressant. En 1936, il y a eu la guerre d'Espagne. Quelque part, on pourrait dire que ce qui s'est passé au Kurdistan irakien et ailleurs, ça aurait pu être notre guerre d'Espagne. Quelque part. Et ça l'est d'ailleurs. Sauf que jamais l'idée même qu'il y ait des brigades internationales qui aillent aider, par exemple, les Kurdes, pour ne parler que d'eux, ça n'était même pas envisagé. Alors, il y a eu quelques personnes, effectivement, des gens qui ont pris position, qui sont allés se battre au sens physique du terme. Enfin, ils sont, une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en Europe, l'idée même, non mais je dis en dehors des politiques, l'idée même de faire des brigades internationales est impensable, presque? Je pense que tout provient d'une chose très simple. Comparativement avec les combattants kurdes dont je parle dans ce roman, S'il n'en reste qu'une, c'est que nous, la liberté, cette valeur suprême pour les Kurdes, elle nous a été, dans notre génération, donnée. On n'a pas eu à la conquérir. C'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Et donc, elle a perdu de sa valeur parce que nous n'en avons jamais payé réellement le prix. Et donc, la liberté aujourd'hui, chez nous, c'est devenu en quelque sorte optionnel. Bien d'autres choses nous concernent. La sécurité, la santé, etc. C'est un gadget parmi d'autres, ou presque. Peut-être pas un gadget, pas tant que ça, mais quelque chose qui est devenu optionnel. C'est comme ça que je le vois. C'est pas le principal. Pour les Kurdes, qui n'ont jamais connu la liberté, ils sont en train de la conquérir comme nos ancêtres l'ont conquise, et pour ça, ils sont prêts à tout donner. Et ce différentiel entre eux et nous, cette différence que cette journaliste occidentale va découvrir et qui va la faire basculer de l'autre côté, et je pense le point de départ des raisons pour lesquelles on est plus prêt forcément à se battre pour ce qui en vaut la peine. Et donc la leçon de vie de ce roman, c'est celle-ci aussi. Écoutez, la liberté d'expression en tout cas n'est pas une option sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vont continuer à poser vos questions à Patrice Franceschi qui, vous l'avez vu, vous apporte des réponses détaillées. À tout de suite. Et André Berkoff qui est toujours avec son invité Patrice Franceschi et puis nos auditeurs au 0826 300 300. Et nous sommes avec Philippe qui nous appelle de Libourne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Donc, vous m'avez un peu piqué ma première. Alors, j'ai 2 axes de réflexion. Donc, une question personnelle à M. Franceschi et surtout le premier axe, vous m'avez piqué. Moi, si vous voulez, j'ai fait 20 ans dans l'armée française. Et je pense que j'ai la réponse aussi à votre question. Pourquoi il n'y a pas de brigade parce que moi aussi, je me la suis posée. Parce que mes 20 ans sont assez loin, même si j'ai une voix assez jeune, mais si vous voulez, j'aurais eu 20 ans il y a 10 ans, je pense que je serais allé là-bas, parce que je pense que c'est une juste cause, et il n'y en a pas beaucoup des justes causes. Vous savez, l'armée française, elle a été engagée, moi j'ai fait des opérations extérieures dans cette armée, et elle a souvent été engagée pour des causes pourries. Si vous voulez, on était là-bas pour défendre des fois ce qui n'était pas défendable, ou pour se mettre entre des gens qui n'étaient pas recommandables. Donc je pense que si on engageait vraiment l'armée française dans cette région, bon, je sais qu'il y a un dispositif en Irak, mais si on engageait vraiment l'armée française dans cette région, vous savez, les soldats français seraient très heureux d'y aller. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Juste un mot avant que vous me posiez une question personnelle à Patrice Franceschi. Moi, quand je parlais des brigades internationales, c'était pas l'armée française. C'était des gens, vous voyez, qui évidemment avaient une expérience, en tout cas de combattants, mais qui au moins s'engageaient. C'était des civils, c'était un peu de tout, des militants, etc. Avant la question, 2 choses. Il n'y a pas eu de brigade internationale au Kurdistan au sens espagnol du terme, mais il y a eu quand même un bataillon international d'étrangers, pas mal de Français, garçons et filles, qui sont allés se battre au Rojava et à qui il faut rendre hommage ici. Donc ça a quand même existé. Quelques centaines. Non, ça a quand même existé. C'était en quelque sorte des brigades internationales quand même. Hommage à eux. Hommage à eux et à elles. Et beaucoup sont morts. Et pas mal de Français. Et c'était pas des militaires. Ensuite, il y a quand même, c'est un secret de polichinelle, un dispositif français encore du côté syrien, mais réduit à pas grand-chose par rapport à ce qu'il était quand nous avons aidé réellement les Kurdes. Donc la France a quand même fait le taf, si je puis dire, et nos soldats français, tous ceux les soldats de l'armée française qui se sont battus là-bas, notamment à Raqqa, pour aider les Kurdes, et avec les Kurdes, leur portent une fraternité incroyable, une admiration totale,
et ont été très contents de voir que pour une fois, on défendait une cause qui était la nôtre, les valeurs qui étaient les nôtres, et qu'on gagnait. Et c'est vrai, non mais ce que dit Philippe, pour une fois, souvent, ce sont des causes qui sont moins évidentes et légitimes. Oui, Philippe, vous avez une question à poser aussi? Oui, alors justement, la question, en fait, pourquoi il y a moins de monde aussi qui y va, contrairement à 1920, 1930 et tout ça, c'est que je pense que la société est masculée, on essaye de démasculer les gens, il faut surtout plus qu'ils soient violents, qu'ils se battent, les causes, tout ça, c'est violent, c'est pas bien, quoi. Ouais. Bon, bref. Alors, la question, en fait, alors je ne sais pas quelle est votre situation privée. M. Franceschi, déjà, je vous remercie de venir plusieurs fois me parler de cette histoire. Mais comment vous avez fait pour ne pas tomber amoureuse d'une Kurde? Vous voulez vraiment que j'ai des problèmes avec ma femme? Non, mais parce que c'est tellement des femmes exceptionnelles. Je vais répondre à votre question de manière la plus simple possible, tout en faisant une pirouette. Je pense que quand on vit avec ces femmes, etc., on tombe amoureuse de toutes. C'est bien. Voilà ce que l'on appelle le sens diplomatique de l'écrivain. Pour une fois. C'est bien. Bien, merci. Merci Philippe de nous avoir appelé. Puis s'il n'en reste qu'une, ce sera votre femme. Bien parlé. Et nous avons une autre femme qui nous appelle, c'est Safia qui nous appelle de la Courneuve. Bonjour Safia. Oui, bonjour Safia. Bonjour André, donc je suis effectivement très heureuse de vous retrouver. Merci. Autant plus sur le plateau. Et donc à la suite de ça, je vais faire briller mon ignorance parce que je suis pas spécialiste de la question du Kurdistan. Par contre, je veux bien me concentrer sur Monsieur Franceschi. Oui. Par rapport à son expérience et cette problématique, effectivement, où est-ce qu'on a lâché, de manière lâche et hypocrite, cette cause. Là, de l'autre côté, moi, je suis perplexe par rapport à tous ces retours médiatiques des gens qui reviennent sur notre pays. Et par exemple, un mec comme, notre philosophe national, Monsieur Lévy, c'est Bernard-Henri Lévy qui était bien aussi dans cette cause. Du Kurdistan? Oui. Oui, c'est possible. Il a été surtout très tard et surtout sur la partie irakienne, mais le reste, pas de commentaires. D'accord. Oui, on ne va pas commenter quelqu'un, on commente avec nos invités, ceux qui sont là. Alors, je vais revenir sur Patrice. Ouais. Et donc, par rapport à ça, dans son extraction, et par rapport à son roman qui en découle, s'il n'en reste qu'une, moi j'entends bien qu'on puisse effectivement, parce que bon, c'est un homme qui baroude et qui va sur des points chauds de la planète. Et de l'autre côté, je suis toujours dubitatif parce que de l'autre côté, quand ils ont leur retour et qu'ils reviennent dans leur zone de confort, entre guillemets, je dis qu'on laisse tomber, il est partiellement imprégné fortement de l'expérience qu'il avait vécue, mais après, je pense que sa valeur de la liberté, elle est inhérente à ce qu'on connaît, nous, en France et en Occident, par notre culture, par notre gène historique, enfin tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que tous ces retours d'expérience, même si elles ont leur valeur, elles ont leur brillant, moi, personnellement, elles me laissent sur une note je dirais presque d'amertume. Parce que moi, je suis fille d'Arki. Et en partant de ce principe, je sais que j'ai dévoilé l'histoire de ce qui s'est passé. Vous savez que on les a lâchés pour qu'ils soient massacrés. Oui, mais je vois pas très bien, Safia, ce que je vois pas très bien dans ce que vous dites. C'est-à-dire que vous dites quoi? Que la liberté est une valeur relative? On comprend pas très bien là. C'est ça, André, parce que à chaque fois que vous rapportez des invités qui ont le brillant et le génie d'avoir expérimenté, de défendre des causes qui sont nobles en soi, elles sont partiellement subjectives, relatives. Oui, alors, oui, Patrick, est-ce que vous n'avez pas une conception, j'essaie de traduire un peu, est-ce qu'il n'y a pas une conception occidentale de la liberté? Est-ce que peut-être la notion de liberté... Ça rejoint sans doute ce que je disais avant, c'est que petit à petit, chez nous, la liberté nous ayant été donnée à nos générations sans avoir été conquise, elle devient une sorte de matière optionnelle, alors que pour les Kurdes, qui ne l'avaient pas, ils sont en train de tenter de la conquérir. Tout part de là. Et ils le font de manière, je dirais, totale et absolue, et c'est en ça qu'ils sont admirables. Pour le reste, vous savez, madame, je ne m'engage pas dans beaucoup de causes. Il y a eu l'Afghanistan à une époque, le Kurdistan là.
Le reste a été des engagements beaucoup plus mineurs, parce qu'on ne fait pas la même chose. En fait, on s'engage en général quand on aime des gens. Sinon, on ne risque pas sa vie pour ça. Donc c'est assez peu fréquent en réalité. Et quand on le fait, je pense qu'il faut le faire sur le temps long, jusqu'au bout. L'Afghanistan, ça a duré 12 ans pendant l'époque de la guerre soviéto-afghane, et là, ça fait 8 ans et ça continuera jusqu'au bout. Je ne rejoins jamais ma zone de confort. Sauf pour écrire, sauf pour écrire. Et encore, c'est un inconfort, l'écriture, parfois. Vous avez entendu Safia qui disait entendre votre sincérité à l'instant. Et nous avons Mathieu qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Mathieu. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Moi, je vous appelle, c'était plus un peu pour revenir sur l'histoire du pass sanitaire. Oui, allez-y. Voilà, moi je suis parti dans le Var cet été, entre fin juillet et mi-août, et j'ai pu voir un petit peu l'instauration de ce pass. Ouais. Et voilà, signaler déjà une ou deux situations assez ubuesques. On m'a vu par exemple, avec ma famille, refuser l'entrée à la plage. Ah ouais. Donc voilà. Ah oui, c'est sûr. La plage est un endroit extrêmement fermé où on le voit, on est entassé comme dans le métro. Vous savez que dans le métro, vous avez en revanche le droit de vous entasser. C'est formidable sans passe sanitaire. En revanche, là sur la plage, ah non. Le Covid n'attaque qu'à ciel ouvert, comme chacun sait. Et comment aucun médecin ne vous dit aujourd'hui, il faut plus de masques à l'extérieur. Ils le disent tous, hein, y compris les plus engagés dans les combats. Je dirais des combats sanitaires. Hein. Oui. Et puis autre chose, qu'est-ce que vous avez vu d'autre, Mathieu ? Alors il y a eu ça, et c'est marrant parce que j'ai exactement fait la même remarque aux gendarmes et policiers municipaux et des vigiles qui étaient présents. Bon, après eux, ils font que respecter les ordres, hein, je les cite. On a eu pareil quelques jours avant une fête de village. Ouais. Où bon, c'était assez choquant. Vous aviez des barrières avec un DJ et donc des vigiles et de la police municipale autorisés les personnes ayant un pass sanitaire à passer sur le devant de la scène, et donc il y avait plus de la moitié des personnes qui étaient derrière. C'est vrai qu'il n'y a aucun cluster. Malheureusement, je prie les auditeurs qui nous écoutent de ne pas s'habituer à ça, parce que c'est quand même assez choquant, sûr, ouais. À l'instar des centres commerciaux. Après, ça s'explique, c'est assez complexe comme sujet, mais bon, moi personnellement, au début du confinement, j'avais vu un reportage très intéressant sur Arte, qui était 7 millions d'êtres humains surveillés, qui faisait un focus sur le modèle chinois. Ouais. J'ai envie de dire qu'un an et demi après, avec le prétexte d'une pandémie, on est dedans, et j'ai l'impression qu'on se félicite d'avoir une liberté conditionnelle. Surveillée. Très, très surveillée. Vous savez, la vie veut devenir, enfin pour certains, la vie doit devenir un club privé, hein, avec première zone, deuxième zone d'inconfort, on pourrait dire. Tout à fait, mais après le problème c'est qu'on est un petit peu hors la loi, et même par rapport au texte, etc. Il faut vraiment que ça puisse se réveiller, parce que on a vu que 2020 c'était pas terrible, 2021 c'est encore pire, et malheureusement tout porte à croire que ce virus, on n'est pas prêt de s'en débarrasser avec la période saisonnière qui attend automne-hiver. Eh bien écoutez, réveillons-nous et soyons surtout très vigilants et réveillés, vous avez raison. Merci Mathieu à nous avoir appelé, et puis ce simple aparté pour vous rappeler que nous avons reçu Maître Coraitem qui a déposé un recours pour les centres commerciaux pour rendre le pass illégal. Eh bien écoutez, la décision de justice est tombée, le pass sanitaire est maintenu par la justice dans les centres commerciaux parisiens. Alors vous continuez à nous appeler au 0826 300 300, on réagit à ce sujet et au livre de Patrice Franceschi. Et André Berkoff qui vous répond au 0826 300 300, et nous sommes avec Stéphane qui nous appelle de Pau. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Stéphane. Oui, bonjour André Berkoff, ravi de vous revoir sur l'antenne, ça me fait très plaisir. Merci. Voilà, et je voudrais poser une question à Monsieur Franck Meloul, s'il est disponible. Franck Meloul n'est plus là. Et il avait d'autres rendez-vous, et malheureusement, il n'est plus dans nos studios. Mais écoutez, si je peux répondre, je réponds. Sinon, vous faites votre commentaire. Il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Alors, en fait, ma question, c'est que c'est concernant la vaccination. Oui. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des personnes qui sont allergiques à différents produits ou qui ont des maladies auto-immunes. Bien sûr. Et en fait, je voulais poser la question à Franck Meloul, mais peut-être que je peux vous la poser à vous-même, si vous l'acceptez. Essayez, allez-y. Voilà. Est-ce que vous connaissez parfaitement et précisément le contenu des injections ?
Bonne question. Non, je vais être très franc avec vous. Je n'étant ni médecin, ni épidémiologue, ni virologue, j'ai lu évidemment beaucoup de choses là-dessus, mais vous faire effectivement le nombre des spikes, le problème des variants, etc., je ne m'aventurerai pas là-dedans parce que je ne connais pas assez la question, mais incontestablement, et moi, si vous voulez, nous défendons cette position, moi je défends cette position en disant il n'est pas question que je me mette pro-vax ou anti-vax, il est question en tout cas d'enquêter, quand c'est des choses qui touchent effectivement à la vie et à la santé. Il ne faut pas laisser quoi que ce soit de côté ou dans l'ombre. Donc, ce qu'on s'efforce de faire, ça ne répond pas à votre question, mais vous allez avoir dans l'émission, dans les jours prochains, un certain nombre de professeurs, pas seulement parce qu'ils sont professeurs, mais qui connaissent la question et qui vont en parler, parce que incontestablement, des questions se posent sur les vaccins en général, sur ces vaccins en particulier. Voyons comment on en est. Franck Melloul, comme vous savez, a répondu, lui, sa position, c'est que, il y aura peut-être 3e et 4e dose. Il y aura peut-être à se vacciner de façon régulière, 1 fois ou 2 fois par an. Il dit, voilà, si ce sera comme la grippe. Moi, j'attends de voir, effectivement, et j'attends d'entendre surtout des choses assez fortes de la part de gens qui savent ce dont ils parlent, et surtout, et je termine là-dessus, qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques, parce que c'est important de dire ça, parce qu'il y a des gens qui sont totalement honnêtes, et des médecins et des professeurs en pleine conscience, et d'autres, je dois dire, qui n'ont pas peut-être exactement les mêmes scrupules, et il faut le dire. Voilà. Donc vous êtes, je suis tout à fait de votre avis, mais donc en fait vous avez fait surtout un choix qui était libre, mais non parfaitement éclairé. Absolument. Il était libre et non parfaitement éclairé, tout à fait. J'ai choisi, moi, la vaccination parce que j'ai vu que sur 2 ou 3 milliards de vaccinés, il n'y a pas eu quand même d'hécatombe et d'holocauste. Et deuxièmement et surtout, je vais vous dire, je suis très très franc là-dessus, c'est que je me suis dit que quand j'ai vu que le monde entier commençait à mettre des barrières partout, et moi, mon métier, c'est aussi de voyager et d'aller voir ce qui se passe, c'est vrai que je me suis dit que si je vais être condamné à rester dans un confinement qui ne dit pas son nom, eh bien voilà. Je comprends voilà. je comprends parfaitement. Voilà. Et il n'est pas du tout question pour moi de juger quiconque. Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que pour ma part, je ne me suis pas fait vacciner. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, et je ne juge absolument pas ceux qui ne se sont pas fait vacciner, vous le savez. Bien sûr. Ouais. Mais moi, je ne peux pas faire confiance, si vous voulez, à des personnes qui ont fait un décret d'application pour injecter du Rivotril aux personnes âgées. Je ne peux pas, alors qu'il y a des traitements qui étaient proposés par ailleurs, voilà. Donc pour moi, c'est absolument impossible. L'histoire du Rivotril est effectivement un scandale, et on l'a dit ici, et effectivement. Donc pour moi, en fait, vous savez, Nelson Mandela disait que il ne revenait jamais auprès de quelqu'un qu'il avait déjà mis à terre. Donc moi, si vous voulez, c'est un peu mon principe, et c'est un peu le principe des gens qui ne sont pas, qui veulent avoir un éclairage vraiment entier sur ce qui se passe. Et c'est pour ça que moi je suis pour, alors j'essaye auprès de ma famille, si vous voulez, d'entretenir de bonnes relations avec des gens qui ont choisi la vaccination, et parce que tout ça permet en fait la division. Mais bien sûr. Et puis en tout cas, il faut éclairer, il faut se parler, il faut se débattre. Il ne faut pas condamner, il ne faut pas ostraciser, il ne faut pas en aucun cas, si vous voulez, excommunier. Enfin, je trouve qu'on est dans un climat d'excommunication complètement imbécile et absurde, et qui ne pourrait donner que de mauvais effets. Voilà. Et je voulais rajouter juste pour en finir que, en fin de compte, moi je considère que les gens, si vous voulez, se sont fait vacciner avec un choix libre et non éclairé. Et parce que je considère, pour ma part, ça n'engage que moi, que quand on n'est pas éclairé, on n'est pas à même de forcer les autres à se faire vacciner. Non, le problème, si vous voulez, c'est que... On a retiré mon consentement, si vous voulez. Mais juste un mot, si vous voulez, là-dessus. Ceux qui se sont fait vacciner, certains, et moi, ce n'est pas mon cas, on considère qu'ils ont fait un choix éclairé. Moi, j'ai pris mes risques, comme d'autres, et on prend ses risques. Voilà, je considère que j'ai pris mes risques. En toute lucidité, personne ne m'a forcé à me vacciner, bien que le pass sanitaire, pour moi, je l'ai dit, est le faux nez de la vaccination obligatoire. Mais je suis
contre le pass sanitaire. Enfin, je suis contre ce principe du pass sanitaire, où on se vaccine ou on se vaccine pas. C'est un autre problème. En tout cas, merci, et en tout cas, continuons à en débattre. En tout cas, vous voyez bien qu'il n'y a aucun risque à nous appeler au 0826 300 300, et nous sommes avec Maude qui nous appelle de Paris. Bonjour Maude. Oui, bonjour Maude. Bonjour messieurs, merci pour vos interventions. Je souhaitais poser une question à monsieur Patrice, je ne sais pas comment on prononce votre nom. Franceschi. Franceschi. Oui. Vous pensez que d'autres femmes que les Kurdes pourraient devenir aussi combattantes? Ce serait une bonne chose. Notamment en Afghanistan. Ce serait une bonne chose. Sur le fond, pour répondre directement à votre question, pour l'Afghanistan, pour toutes sortes de raisons, on en est loin. Mais ça tient à la différence des deux sociétés. On ne peut pas les comparer. Société afghane, société kurde. Donc on en est loin. Elles subissent davantage, évidemment, en Afghanistan qu'au Kurdistan, où, refusant de subir, elles se battent. Voilà, pour faire en 2 mots une réponse. Vous voulez dire que juste un mot, c'est intéressant quand même, sur la culture afghane, vous voulez dire que, oui, parce que la culture kurde, enfin, n'a rien à voir avec la culture afghane, c'est ça. Hein. Pour avoir vécu avec les deux pendant de longues années, je sais bien qu'elles ne sont pas comparables. En tout cas, ce qu'il y a de comparable est plus faible que ce qu'il y a d'incomparable. Ouais. Par conséquent, c'est pas encore même envisageable. Je parle pour l'Afghanistan. Il faut juste souhaiter que... Je crains ce qui se passe avec les combattantes kurdes, que je sais de traduire dans mon roman, je crains qu'on ne revoie pas ça avant longtemps, malgré tout, même si là-bas, chez les Kurdes, les hommes considèrent que, au-delà de l'aspect d'égalité homme-femme, souvent ils disent que d'abord les femmes se battent mieux qu'eux. Ils le disent très souvent. Elles se battent mieux que nous parce qu'elles ont beaucoup plus de choses à prouver, parce que ce progrès, il est récent, il a une dizaine d'années maximum. Et donc les femmes tiennent à montrer également toute leur valeur, et elles le montrent d'une manière incroyable. Vous savez, c'est ce que j'essaie de traduire dans mon roman, c'est que c'est une alliance incroyable au combat des lionnes, vraiment, et dans la vie quotidienne, d'une douceur et d'une gentillesse inimaginable. Et cette alliance est détonnante surtout pour leurs adversaires. Donc, voilà la différence, et comme ils disent eux-mêmes, les femmes se battent souvent mieux que nous, et surtout, et là on l'entend chez nous, voilà, elles sont notre avenir. Oui, voilà. Est-ce que vous pensiez aussi, Maude, aux femmes européennes, par hasard, ou françaises en particulier? Écoutez, comment est-ce que je peux comparer ma vie de femme française à une femme kurde? Franchement... Non, mais sans comparer. Je parle de l'instinct de se battre, de l'instinct du combat. Oui, l'instinct de se battre. Bah, d'ailleurs, moi, je pense que j'en suis aussi un exemple type. Oui, forcément, l'instinct de se battre. Hein, oui. Mais moi, aujourd'hui, à la différence de beaucoup de femmes, je me considère d'abord, et en tout premier, comme un homme, comme les autres. Oui, c'est joli, voilà. ça. Donc, c'est très bien. Finalement, quand j'ai un homme en face de moi, je le considère comme un homme et pas comme quelqu'un, enfin, pas comme un homme en tant que mâle. Oui, je comprends. Vous le considérez comme un être humain. Voilà. Je le considère comme un égal. Ouais. Point. Il n'y a pas de genre, je ne fais pas de distinguo. Mais c'est comme quand on va chez un médecin. Ce qu'on voit, c'est un médecin, c'est pas un homme, c'est quelqu'un qui vous soigne, c'est un métier. Bien sûr. Voilà. Je voulais juste revenir sur une chose, parce que tout à l'heure, vous avez dit, monsieur Franceschi, que pour vous, la liberté, en fait, en France, ça vous semblait optionnel. Mais là, je suis absolument pas d'accord avec vous, parce qu'encore aujourd'hui, on est obligé de se battre. D'ailleurs, la crise de Covid nous le montre bien, face à ce pass sanitaire qui contrevient à plusieurs lois, et d'ailleurs au Code du travail, puisqu'il est discriminatoire. Puisqu'elle ne permet pas de pouvoir, enfin si maintenant, puisqu'on a eu un avocat brillant, je dirais, qui est intervenu et qui a pu en faire en sorte que les gens puissent aller chercher des... Vous l'avez écouté, oui. De première nécessité. Donc ça, le combat, il est là aussi. La liberté, on combat pour elle tous les jours. Encore aujourd'hui, malgré ce qu'on peut voir, et malgré, pas de la même façon évidemment on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais je pense que certains Français ont encore cette vision d'une bataille pour la liberté. Alors, quand je parlais que chez nous, j'ai bien dit chez nous, je n'ai pas parlé d'individus, la liberté était devenue optionnelle, disons que je parlais d'un point de vue statistique. Qu'il y ait des minorités, bien sûr, qu'il y ait des gens chez nous qui ne soient pas de cet avis, comme moi, par exemple, et certainement ceux qui sont autour de cette table, évidemment, c'est la lueur d'espoir pour l'avenir, mais ce n'est pas, si vous voulez, majoritaire. Et c'est ça, tout le problème. De l'autre côté, c'est majoritaire chez les Kurdes. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que nous avons fait quand même un déclin par rapport à ça. Il y a un reflux de l'Occident sur les valeurs de liberté majoritaire.
Il faut donc compter une fois de plus sur les minorités pour faire quelque chose, agissantes pour faire quelque chose. Et puis si je peux me permettre, Maître Koraïtem déplorait justement le fait d'être seul, presque seul dans ce combat justement. Donc la tyrannie de la majorité aura eu raison de ce passe. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci à Patrice Franceschi pour ce roman qui a l'air passionnant. Et vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube ou en podcast sur sudradio.fr. Et puis tout de suite, vous retrouvez Brigitte.